Bonsoir fidèles téléspectateurs de la télévision BF1. Merci de nous recevoir une fois de plus chez vous à l'occasion de ce nouveau numéro de votre émission Leçons de vie. Leçons de vie va à la rencontre de personnalités ayant marqué tant leur environnement social que professionnel et qui ont des leçons à nous partager. Celui que nous recevons aujourd'hui est un médecin, mais pas pour parler de santé, encore moins de médecine, pour parler de son parcours de vie. Il s'appelle Mathias Somé. Bonsoir, docteur Somé. Bonsoir, monsieur. Vous préférez qu'on vous appelle docteur ou monsieur Somé simplement? Je m'appelle Mathias Somé. Appelez-moi Mathias Somé, ça me va tout bien. D'accord. Il semblerait que dans une autre vie, vous avez été présentateur d'une émission de santé sur la RTB. Oui, vous savez, j'ai toujours eu une passion de communiquer aux gens ce en quoi je crois et ce que je pense utile pour moi-même. Et donc, au début de la Révolution, je m'étais rendu compte que les comportements des gens, certains comportements des gens pouvaient nuire à leur santé. Si bien qu'avec une journaliste, Madame Drabo, je ne me rappelle plus son prénom, on a imaginé cette émission qui s'appelait Docteur Matin, qui était enregistrée tous les mercredis et diffusée tous les samedis. Et à 8h, à partir de 8h, et j'ai surpris un jour dans un marché, je ne me connaissais pas, à l'époque on ne passait pas beaucoup à la télé, et des femmes qui disaient c'est bientôt 8h, je dois rentrer pour écouter le docteur Matin. D'accord. J'ai ressenti beaucoup de fierté. D'accord. Et la question que je recevais par correspondance, à l'époque il n'y avait pas de WhatsApp ni Internet, donc c'était par courrier à la poste, et la journaliste rassemblait tout et m'apportait tous les mercredis. Je lisais et je répondais d'abord aux questions. Et c'est là qu'on comprenait, je continue de comprendre que les gens ont beaucoup de questions, ils veulent comprendre, mais ils ne savent pas à qui s'adresser, ni comment s'adresser aux gens. Donc cette émission qui passait tous les samedis de 8h à 9h, à la fois répondait à d'abord il présentait un problème de santé publique, comment ça se manifeste, pourquoi ça arrive, comment éviter, et puis indiquer aux gens comment, s'ils ont des questions à poser, comment les faire parvenir. Donc, et puis par la suite, toujours dans cet esprit de partage, quand j'ai créé la Ligue des consommateurs, là, bien sûr, il y avait beaucoup d'interventions et la télé aimait ça et j'appréciais, non pas parce que c'est moi, mais parce que la télé saisissait des événements pour sensibiliser les citoyens et indiquer que le citoyen lui-même doit participer à son évolution, aux actions contribuant à son évolution. Voilà un peu Avant justement de pouvoir feuilleter quelques pages de votre vie, nous allons permettre aux téléspectateurs d'avoir un aperçu de qui vous êtes en suivant votre Bio Express. Suivant. Docteur Somé Mathias, un médecin joyeux, un homme heureux. Nul ne se souvient l'avoir vu autrement que transportant sa bonhomie partout où ses pas le mènent. Venu au monde le 14 mars 1951 à Dadjouné au Burkina, Docteur Somé aura parcouru du chemin. Au niveau opérationnel comme au niveau stratégique, Mathias Somé a impacté le monde de la santé au Burkina Faso et dans la sous-région. Dr Somé est un expert sollicité à maintes reprises par le ministère de la Santé du Burkina, Initiative Conseil international ICI, l'Organisation mondiale de la santé OMS, le projet d'appui à l'initiative des pays du bassin du lac Tchad contre les IST et le VIH-Sida, l'ONU-Sida qui bénéficiera de son expertise dans plusieurs pays dont le Niger, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, la Banque africaine de développement BAD, la Commission de l'Union européenne, International Trachoma Initiative basée à New York, l'UNICEF, le WHO et bien d'autres organisations nationales et internationales font recours à Mathias Somé. Son expertise couvre des domaines tels l'analyse institutionnelle et organisationnelle des programmes et services de santé et nutrition, la définition de politiques sectorielles en santé, le renforcement des capacités des acteurs communautaires de santé et le plaidoyer de haut niveau pour la mobilisation sociale et communautaire.
Médecin en santé publique de catégorie senior, Dr Somé est le coordonnateur de l'Association burkinabé de santé publique dont il est membre fondateur. Membre fondateur du comité d'initiative contre la drépanocytose au Burkina, membre fondateur et chargé des programmes de l'Association d'appui à la santé préventive KIMI, membre fondateur de la Ligue des consommateurs du Burkina. Au niveau international, ses pairs lui font entièrement confiance. Il est membre de l'Association canadienne de santé publique, membre fondateur et président du réseau d'associations de santé publique en Afrique francophone RASPAF, président de la Fédération africaine des associations de santé publique FASP et il est expert en santé publique auprès de la CEDEAO. On peut deviner aisément que Dr Somé a mené de brillantes études pour arriver à ce parcours professionnel. Il a obtenu son doctorat d'État en 1980 à l'Institut de médecine de Leningrad en URSS. Il enchaîne avec cours d'économie de la santé à l'Université d'Aix-en-Provence en France, puis des cours de gestion des services et des programmes de santé au César à Dakar. C'est l'Université de Montréal au Canada qu'il accueille ensuite pour des cours de perfectionnement en IEC, santé maternelle et infantile. Dr Somé est une éminence grise reconnue dans le monde de la santé, mais également un homme très apprécié par ses voisins et amis. Toujours le mot pourri, il aime passer du temps en famille tant qu'il peut avec son épouse et ses 2 enfants. Aujourd'hui, la famille s'est élargie avec nous aussi qui n'attendons que ces leçons de vie. Qu'est-ce que vous avez à dire de cette Bio Express? Est-ce qu'elle relate qui vous êtes réellement? Elle est un peu... Elle reflète ce que je suis réellement. J'aime être... ce qui a été dit en introduction, j'aime être détendu pour mettre les gens à l'aise. Et quel que soit l'endroit où je suis. Surtout quand je suis dans un contexte où j'attends une contribution de quelqu'un, je vais mettre la personne à l'aise. Je ne voudrais pas que mon titre ou mes responsabilités créent une barrière. Donc, ce qui fait que je mets... Ça ne plaît pas souvent à mon épouse. Il me dit, ouais, tu es trop détendu, tu es trop familier avec les gens. Mais l'objectif, c'est ça. C'est ça, permettre, créer des conditions pour que le message que vous voulez faire passer puisse passer. Mais c'est quoi le secret pour être tout le temps heureux quand on sait que dans la vie, on peut avoir pas mal de coups durs, que des personnes toujours affichent une bonne mine? Alors, vous voyez, en réalité, j'ai près de 72 ans. Ça n'en a pas l'air. Pas du tout. C'est pas grave. Mais c'est parce que j'ai compris que la mauvaise humeur contribue au vieillissement accéléré de nos cellules. Parce que ça génère un certain nombre de phénomènes en vous qui nuisent à votre santé. Ce qui fait que la bonne humeur, je préfère la semer et contaminer les gens par ça, plutôt que de contaminer les gens par une mauvaise manière de parler, une mauvaise manière d'être ou une mauvaise manière de servir. Donc il vaut mieux être positif, inspirer confiance, plutôt que d'être désagréable. Donc, le médecin que vous êtes, vous ne travaillez pas que sur la personne physique, mais également sur le mental. Alors, je vais vous confier un secret. Au départ, c'est normal, peut-être que ça va arriver dans l'émission, mais je voulais être prêtre. J'étais allé au petit séminaire de Nassau pour être prêtre. Dans mon esprit, il faut toujours être utile aux gens. Et quand on m'a renvoyé, disant que je n'avais pas la vocation, j'ai dit, il faut que je devienne infirmier. Mais j'avais un oncle qui, paix à son âme, qui m'a dit non. À partir de ma 3e, je voulais être infirmier. Il m'a dit non, on ne va pas arrêter sur la même ligne, il faut que tu continues. Et je suis devenu médecin dans cet esprit d'être utile aux gens. Que ça rapporte des sous, peut-être, je n'ai jamais pensé à ça. Mais l'esprit directeur, c'est être utile aux gens. D'accord. À suivre votre Bio Express, vous avez occupé tellement de responsabilités et vous continuez d'ailleurs aujourd'hui. Quelles sont vos occupations aujourd'hui?
Bon, je dois dire que c'est, comme vous avez dans le La BioExpress. BioExpress, là, vous l'avez rappelé, je pense que tout ce qui a été dit, je considère ça comme une grâce divine. Et aujourd'hui, pour je ne sais quelle raison, mais probablement pour la confiance, le chef de l'État m'a appelé comme son conseiller spécial en charge du suivi de son programme. Je pense que c'est une faveur qui me permet de rajeunir mes cellules. Parce qu'une retraite, c'est quand on est capable de changer de champ d'activité. Quand je vois des confrères qui sont médecins, qui prennent la retraite, qui continuent dans ce domaine, ou d'autres personnes qui sont dans un domaine, qui prennent la retraite, qui continuent dans le même domaine, je dis, ils ratent l'occasion de permettre à leurs cellules de se rajeunir. Il faut aller vers autre chose. Et je pense que le chef de l'État m'a donné cette occasion. Je suis j'aborde des sujets pour lesquels je n'ai jamais été formé. Et du fait de discuter avec des gens, des experts, bon, j'ai fini par être comme un expert. Alors, comment est-ce qu'on fait pour devenir consultant à la fois du ministère de la Santé, de l'OMS, de l'ONU-SIDA, de l'UNICEF, de tant d'organisations? La première des choses, c'est d'abord, il faut s'efforcer de toujours être à la hauteur et soi-même de travailler à être à la hauteur des problèmes que l'on voit. Et pour être à la hauteur des problèmes que l'on voit, il faut se préparer à chercher les solutions. Moi, j'aime beaucoup lire, mais surtout écouter, discuter avec les gens. Vous pouvez, quand vous faites une lecture, il n'y a pas de dialogue. Vous absorbez ou vous rejetez. Mais quand vous discutez avec des gens, vous apprenez. Dans les discussions, dans des grandes discussions, moi, j'ai beaucoup plus tendance à écouter. Et souvent, je me dis, mais pourquoi ils ont raison? Ils ont raison. Il a raison de dire ça ou de faire comme il le fait. Mais quand vous êtes capable de confronter ça à d'autres situations, vous tirez des enseignements et c'est ça qui vous est. Alors, je crois que ce qui m'a permis de faire ce parcours qui a été rappelé brièvement, c'est que je me suis efforcé toujours de saisir toutes les opportunités, non seulement pour renforcer mes capacités de compréhension et d'apport de solutions aux problèmes, mais également de développer des réseaux, d'inspirer confiance. Ce qui fait que, donc je crois que c'est deux facteurs importants, être à la hauteur et inspirer confiance. Il y en a qui sont à la hauteur, mais on ne fait pas appel à eux parce qu'il y a une manière d'être, je l'ai dit au début, une manière d'être qui fait que les gens, ils ne s'ouvrent pas à vous, ils ne viennent pas vers vous, même quand ils ont des problèmes. Donc la compétence seule ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Dans la compétence, il faut avoir une façon de l'humanité. Il faut avoir de l'humanité. Et avoir de l'humanité, c'est être capable de comprendre les autres, d'écouter les autres, d'accepter tels qu'ils sont et de leur faire sentir que vous apprenez également d'eux. Parce que si vous vous posez en donneur de leçons, c'est vous qui connaissez, mais vous n'êtes pas capable, c'est pas comme ça, je ne suis pas d'accord avec vous, vous allez vous buter à des résistances et perdre des occasions. Vous êtes par ailleurs membre fondateur de la Ligue des consommateurs. Oui. Dans quel contexte cette Ligue s'est créée? Alors, je me rappelle, c'était en 86. En pleine révolution. Oui, lors d'une des rencontres que le gouvernement à l'époque, le CNR, organisait chaque année des sortes de grands forats. Et ça se tenait à Waïgouya et j'ai pris la parole et puis j'ai dit, je pense que la révolution doit travailler à créer, à susciter un cadre où les citoyens, nos citoyens vont contribuer à améliorer la qualité des services et des biens mis à disposition, notamment à travers la création d'une association de consommateurs. Puis, quelques temps après, bon, les choses ont mal tourné et puis je dois reconnaître que monsieur l'ambassadeur Korsaga Frédéric, qui avait l'expérience, qui était en contact avec quelqu'un en Côte d'Ivoire, Mel Théodore, qui dirigeait une association de consommateurs,
et qui a été nommé, et je veux dire, le Korsaga a été nommé ministre du Commerce, l'équivalent qui s'appelait le ministre de l'Approvisionnement du peuple, a suscité la création de l'association des consommateurs du Burkina. Quand je suis rentré en 80, ça s'est fait dans les années de 80, avant 90. Quand je suis rentré en 90, j'ai voulu créer une section à Bobo. Et à 3 reprises, on n'a pas pu faire venir la direction nationale pour nous aider. Et c'est Badini Bourema, le magistrat, ancien ministre, c'est lui qui a dit, mais Mathias, il faut créer, tu es libre de créer. Et j'ai créé on a créé la Ligue des consommateurs. Est-ce que c'était bien perçu à l'époque? C'était bien perçu à l'époque, parce que c'était attendu. D'accord. C'était attendu parce que nous avons, dès les premiers jours, dès le lendemain de la création de la Ligue des consommateurs, l'Assemblée avait été couverte par la télévision. J'ai reçu des appels, j'étais venu de Bobo ici, j'ai reçu des appels, il y avait des problèmes de coupure d'eau dans des secteurs où les gens recevaient des factures, il n'y avait pas d'eau. On a fait couvrir ça par les médias, on a dit ce n'est pas normal. Et à partir de ce moment, il y avait beaucoup de questions de consommation que les populations vivaient, y compris au niveau des services publics, et qui rapportaient à la Ligue des consommateurs, qui les répercutait vers les responsables. Okay. Alors, ce qui a fait que, très rapidement, au plan africain et international, la Ligue des consommateurs a été vite très perçue. Et je crois qu'on a été créé. Et l'année qui suivait, on était même observateur au niveau de l'Organisation internationale des consommateurs. Et 3 ans après, on était membre du directoire, membre plein et membre du directoire. J'étais élu membre du directoire de l'Organisation mondiale des consommateurs. Et le gouvernement du Burkina Faso nous a reconnu association d'utilité publique. Okay. Donc ça veut dire que non seulement c'était bien perçu, mais également le gouvernement a perçu que ça contribuait à améliorer la qualité des services et des biens. D'accord. Vous avez été également membre fondateur du comité d'initiative contre la drépanocytose. Oui. Quel était le combat? Alors, le combat à l'époque, c'est que vous savez que la drépanocytose, c'est une maladie endémique liée un peu à notre contexte. Et elle est héréditaire. Et beaucoup de gens, il y en a qui ont des enfants qui en souffrent. Des parents souffrent de voir leurs enfants souffrir et il n'y a pas de recours. Le problème, c'est que ce problème de santé publique n'était pas suffisamment pris en compte dans les programmes de santé. Et les gens sont venus vers moi et j'ai trouvé le mot comité d'initiative, le CID, et on a aidé à s'organiser. Aujourd'hui, je ne suis plus tellement actif dedans, mais je crois que cette organisation-là fait avancer la cause des drépanocytaires dans le programme du gouvernement. D'accord. Avec du recul aujourd'hui, quand vous regardez notre système de santé et ce que vous avez connu dans le temps, selon vous, est-ce que les choses s'améliorent, vont de l'avant, ou est-ce que vous avez l'impression que... Non, vous savez, dans le bien-être de tout être humain, le jugement de valeur évolue au fur et à mesure que vous évoluez dans votre environnement. Je dois dire qu'aujourd'hui, les gens ont des moyens que nous n'imaginions pas. Je peux vous dire que moi, quand j'étais médecin-chef au centre à Kaya, les infirmiers venaient une fois par mois pour prendre juste un carton de médicaments et retourner. Aujourd'hui, dans chaque CSPS, il y a un dépôt de médicaments qui est approvisionné par une structure de district, laquelle est approvisionnée par une structure régionale, lesquelles sont approvisionnées par une grosse structure nationale, qui est la CAMEG. Ensuite, vous avez partout, moi je me rappelle, j'ai évacué un gamin de Kaya et dans ma voiture de fonction à l'époque, parce qu'il n'y a pas d'ambulance. Il n'y a pas d'ambulance. Et beaucoup de déplacements pour des raisons professionnelles, je venais parler avec les transports en commun. Okay. Et je me rappelle, quand j'étais médecin à Pau,
je faisais les ordres de mission et je prenais les transports en commun, les Peugeot bâchés. Et une fois, j'ai dit, bon, j'avais comme moyen de locomotion une Kamiko, une vieille Kamiko. J'ai dit, bon, je fais l'ordre de mission. J'ai dit, bon, je vais aller à Ouaga en moto pour une réunion. Ben, le bruit monotone de la moto m'a endormi. Et je me suis réveillé dans un buisson. Heureusement, il n'y avait pas de véhicule. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de véhicules. Il n'y avait pas de véhicules qui venaient. Et je me suis réveillé dans un... Donc, je me suis garé. Non, pour dire qu'aujourd'hui, en termes d'équipement, de dotation, les services de santé ont des moyens qu'on n'imaginait pas. Également, en termes de personnel, vous avez aujourd'hui pratiquement un infirmier, au moins un infirmier d'État dans chaque CSPS avec des accoucheuses, ainsi de suite. Et vous avez des médecins pratiquement dans chaque commune. On n'imaginait pas ça à l'époque. Donc, en termes de ressources humaines, en termes d'équipement, en termes également de budget, les gens ont plus de moyens que nous n'imaginions à l'époque. D'accord. Et selon vous, quelles devraient être les priorités aujourd'hui de notre système de santé? Le système de santé, je pense que les priorités, le gouvernement les traite comme il faut, en augmentant les centres de santé pour faciliter l'accès, la disponibilité d'abord des services, et l'accessibilité. Mais il reste un élément important, c'est l'utilisation pour laquelle il y a une barrière, c'est le financement. C'est vrai que le gouvernement a pris la décision de rendre les soins gratuits pour les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes, ainsi de suite, et pour certaines pathologies. Mais il y a combien de gens qui ne sont pas dans ces catégories et qui ne vont pas vers les soins parce qu'il y a cette barrière de financement? Donc ça, c'est un élément qui manque. Mais je pense que le plus important, et c'est pour ça que nous avons créé l'association de santé publique, le plus important, c'est l'absence, l'insuffisance d'action de protection de la santé, parce qu'on a des groupes vulnérables. D'abord, on a parlé des enfants, des femmes en âge de procréer. Mais vous avez nos jeunes. Protéger la santé des jeunes, c'est arriver à leur faire comprendre qu'il faut porter des casques, et il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire de l'alcool, il ne faut pas prendre de drogue, ainsi de suite. C'est arriver à faire comprendre à beaucoup de gens qu'il ne faut pas manger trop gras, il ne faut pas, ainsi de suite, il ne faut pas manger trop de sucre. Ça, c'est protéger la santé et promouvoir également la santé. C'est aménager des espaces où les gens peuvent faire du sport et maintenir leur santé. C'est créer des clubs dans les différents, quartiers où on va veiller sur la qualité de l'hygiène dans les maisons, dans les alimentations, dans les restaurants. Mais tout ça, ça manque. En un mot, c'est le travail sur la prévention. Voilà, il faut travailler sur la prévention et sur la promotion, que les gens comprennent que vous ne pouvez pas... Normalement, quelqu'un a dit que celui qui meurt avant 120 ans est une mort prématurée. Et il a donné comment il faut faire pour y arriver. Mais il y a combien qui savent ça? Il y a combien qui connaissent ça? Il y a combien qui en sont convaincus? Et je pense que c'est des volets qui ne sont pas suffisants. Regardez... On peut avoir le titre du livre. Enfin, c'est juste une émission, hein. Je peux vous faire parvenir ça. D'accord. Quand vous voyez les systèmes d'assainissement, comment vous pouvez penser qu'il n'y a pas de mouches et de moustiques et de cafards qui circulent partout, qui rentrent dans nos nourritures? Le système d'assainissement n'est pas bon. Quand vous regardez comment les gens, quelle est l'hygiène dans nos alimentations, il y a des questions qu'il faut se poser. Et ça ne vient pas, ce n'est pas évident. Il faut l'action publique forte pour amener les gens à comprendre. Et c'est en cela que je pense que le phénomène du coronavirus nous est utile. Maintenant, les gens savent qu'il faut laver les mains. Il faut de l'hygiène. Voilà, il faut de l'hygiène. Et c'est très important. Il y a des pays où, une fois par semaine, toutes les boucheries sont fermées et le service d'hygiène passe et vérifie qu'on a nettoyé, tout est propre, etc., etc. Et ils en profitent pour faire leur réapprovisionnement.
il faut cette rigueur-là ici. Il faut que les gens comprennent que vous ne pouvez pas jeter des sachets dans des caniveaux et vouloir que l'eau, que quelqu'un d'autre vienne curer pour que l'eau s'en aille. D'accord. Voilà. Et de toutes vos actions, de toutes vos activités, fonctions, laquelle vous rend le plus fier? Quand vous regardez dans le rétroviseur, j'ai été fier de faire ça. Une en particulier. Je ne sais pas On parce sait que ça doit se bousculer dans la tête. Non, non, ça ne se bouscule même pas parce que je n'en vois pas. Parce que j'estime que je n'ai jamais été jusqu'au bout. Et ça, c'est vrai que la vie est ainsi Déjà, faite. on peut être à l'initiative et voir aujourd'hui les retombées et dire il aurait fallu qu'on fasse l'affaire. Et aujourd'hui, Oui, c'est vrai. Je pense à la création de la Ligue des consommateurs. Aujourd'hui, on ne la sent pas vivre. Je pense à l'association de santé publique, au mouvement santé publique, parce que ça existait dans certains pays. Quand nous avons commencé, on a vu en Afrique, ça existait que en Éthiopie, au Kenya, en Tanzanie. Mais c'est l'association burkinabé de santé publique que nous avons créée ici, qui était à la base de la création du réseau des associations publiques de santé publique d'Afrique francophone et de la création de la Fédération africaine des associations de santé publique, dont le siège est à Addis Abeba et dont je suis le président. Je pense qu'il faut... C'est la première fois qu'il y a une fédération continentale des associations de santé publique. Les autres pays, les gens nous admirent, disent, voilà, vous avez donné un exemple. Je crois que c'est des choses où j'ai des motifs de fierté. Alors, et comment vous organisez une journée de travail, une journée avec le docteur Mathias? Comment cela se passe? À quelle heure vous vous levez? Comment vous structurez la journée? Alors, écoutez, jusqu'à il n'y a pas longtemps, à 4 heures, je suis debout. Je sors, j'ai 2 heures de marche. 2 heures de marche. 2 heures de marche. En fait, c'est 1 heure, 1 heure et demie de marche et une demi-heure où je travaille sur mes articulations, où Avant ça, les 2 heures, c'était 2 heures de jogging. Ça, c'est depuis ma troisième. Ça a toujours été ma pratique. Tous les matins, il faut faire du sport. Même en Union soviétique, dans le froid, tous les matins, il fallait que je fasse mon jogging. Donc, après ça, je viens, je bois mes 2 litres d'eau. Donc, généralement, de l'eau que je fais bouillir, ça tiédir, et je bois et je vais au travail. C'est ça mon repas. Et bon, à midi, vous ne prenez pas de déjeuner, c'est l'eau votre déjeuner? Quand je mange le matin, ça me fait dormir. D'accord. Ça me fait dormir. Il m'arrive que j'arrive au bureau, souvent il y a une réunion et les gens amènent des croissants, des choses comme ça. Je suis tenté, j'en prends, mais je n'en prends pas beaucoup parce que du travail, je veux que mon estomac laisse ma tête tranquille pour travailler. D'accord. Voilà. Donc l'adage des Anglais qui dit qu'il faut déjeuner comme un roi. Bon, je me rends. Oui, je ne sais pas, ça ne marche pas avec moi. D'accord. Ça ne marche pas avec moi. Et je me rappelle quand j'étais étudiant, les Russes disaient que le petit déjeuner, vous le mangez seul. Le déjeuner, vous le partagez avec votre ami. Et le dîner, vous l'abandonnez à votre ennemi. Après, je dis, mais ça, c'est bon pour les ouvriers. Ce n'est pas bon pour les intellectuels. En tout cas, moi, ça ne me convient pas. Alors, j'ai l'habitude d'aller très tôt au bureau. Lorsque j'étais responsable au ministère de la Santé, comme secrétaire général, à 6 heures, j'étais au bureau. Et pendant 1 heure, 1 heure et demie, je travaille sur les dossiers calmement. Et puis, bon, on commence les réunions, etc., les partages, ainsi de suite. D'accord. À présent, nous allons parler de votre vie de famille, de votre vie en société. Mais avant, nous allons suivre cette vidéo. Parmi mes neveux, c'est celui qui est le plus attaché à moi. Il est de nature vraiment gentille, de nature. Et les services qu'il a rendus, aussi bien à ses parents, nous autres, là, qu'à d'autres de son village, là, sont vraiment nombreux. Les cadres supérieurs de son village et des villages environnants qui ont réussi, c'est
pratiquement grâce à lui. En tout cas, il ne marchande pas. Dès qu'il a une possibilité d'aider, en tout cas, il le fait. Alors donc, mes parents, jusqu'à leur décès, tous leurs problèmes de soins et tout ça, c'est lui qui s'en occupait. Les soins de santé de ma famille, c'est également lui. En 1990, j'étais venue rendre visite à ma grande sœur qui est là depuis 1983. Et c'est dans ce cadre que j'ai connu Mathias. On a beaucoup, blagué ensemble. Son humour m'a beaucoup, j'ai beaucoup apprécié. Il avait beaucoup d'humour, il l'a toujours. De l'humour que tout le monde ne comprend pas et que je lui dis toujours, fais attention, on peut ne pas te comprendre, etc. Mais moi, j'ai adoré. J'ai beaucoup apprécié, à un tel point que quand je suis rentrée à Dakar, il est venu me rejoindre. Et en 6 mois, on s'est mariés. Ça n'a pas fait plus longtemps. Les gens m'ont demandé, mais tu n'aurais pas pu attendre un peu plus? J'ai dit, mais pourquoi? On avait un âge où on était assez mature pour nous marier, et puis on s'est mariés, voilà. Donc très vite, marié à Dakar en civil, et puis marié en religieux ici à Ouagadougou. Il adore la famille. Et quand je l'ai compris, j'ai décidé que c'est un aîné au niveau de sa famille. Ne serait-ce que sa famille nucléaire, mais aussi au village. C'est un aîné. Et au niveau de cet amour qu'il a pour les enfants, pour les aider à avancer, j'avoue que c'est à ce niveau-là que je me suis dit, je vais lui donner un coup de main. Cet amour de la famille, je l'ai aimé. C'est quelqu'un de très fidèle en amitié. Les personnes qu'il m'a présentées il y a 29 ans sont toujours là avec nous. Quand on fête Noël, quand on fête la Pâque, à son anniversaire, ils sont toujours présents avec nous. Et chaque fois, après un repas, etc., je magnifie cela. Quand il y avait le confinement, ça me faisait toujours rire parce qu'il trouvait toujours le moyen de venir se voir et puis de vérifier l'heure de, comment on dit encore, le couvre-feu. Dès que c'est 30 minutes avant le couvre-feu, chacun repartait, courait, mais ils avaient besoin de se voir. Et j'aime beaucoup ça. C'est l'amour de la famille et la fidélité en amitié. C'est formidable. Alors, l'amour de la famille, c'est quoi la famille pour vous? D'abord, la famille, je la comprends comme de la famille humaine. Parce que Qu'est-ce que vous attachez à la famille? Oui, quand vous voyez, enfin, vous ne voyez pas, quand je me rappelle comment j'ai évolué, et comme mon père et ma mère, qui étaient tous deux orphelins très très jeunes, mon oncle qui a parlé, là, le petit frère de ma mère, c'est son papa qui a élevé ma mère, qui a perdu très vite sa maman. Donc quand je vois comment ces deux orphelins ils ont lié leur sort pour non seulement s'occuper de leurs enfants, mais également réaliser beaucoup de choses. Et je dis, mais il n'y a que par là que vous pouvez réussir votre vie. Si vous n'aimez pas votre famille, vous n'aimez pas ceux qui viennent vers vous avec des problèmes, vous ne les aidez pas à résoudre ces problèmes, qu'est-ce que vous allez raconter? Moi, je vois souvent des gens qui investissent, qui disent, ouais, mais pourquoi ta maison, là, pourquoi tu n'as pas une maison à Ouaga 2000? Ça sert à quoi? Je n'amènerai pas la maison de Ouaga 2000 après ma mort. Mais je partirai au moins avec cette satisfaction d'avoir pu aider des gens à se tirer du problème, à avancer. Je crois que le plus important, et naturellement ça commence autour de... Moi je dis, les enfants, on les a fait venir, j'investis beaucoup dans mes enfants, comme j'investis beaucoup pour rester en bonne santé. Parce que s'ils réussissent, ils peuvent aider d'autres. Personnes. Voilà, c'est comme ça. J'aime la famille parce que c'est ce que Dieu m'a donné pour faire la preuve que je l'aime. D'accord. Votre sens de l'humour, votre amour pour la famille ont été des éléments qui ont séduit votre femme. Et vous, à votre tour, qu'est-ce qui vous a séduit chez votre femme? D'abord, elle est charmante. Et puis... Parce qu'en 6 mois, pour qu'on décide de se marier, c'est une grosse décision prise en Oui, mais ça dit qu'il faut avoir le sens de la perception. Il faut percevoir les qualités de très vite. Et puis,
J'ai perdu. Est-ce que vous aviez des critères préétablis et elle répondait à ces critères? C'est vrai, je dis, j'aimerais avoir une femme qui relève toujours le niveau de débat, qui me pousse toujours à me remettre en cause. Et mon épouse n'est pas facile. Elle n'est pas facile, et puis, bon, elle a démontré. Quand on s'est marié, elle avait un DSS en sociologie, elle a fait son doctorat, elle prépare son... Et partout où elle se trouve, elle élève toujours le niveau de débat. Et moi, j'aime ça. J'aime ça même quand apparemment ça me froisse, mais j'aime toujours qu'on me pousse à m'élever. À un certain niveau. Voilà. Voilà. Elle dit que vous avez un humour qui lui plaît bien, mais qui peut ne pas être forcément compris des autres. C'est vrai. C'est quoi? C'est vrai. C'est vrai que quand vous êtes vous pouvez être dans des milieux où les gens n'ont pas le sens de l'humour. L'humour est quelque chose qui est dans notre famille. La maman aimait beaucoup faire de l'humour et le papa aimait beaucoup faire de l'humour, mais à un niveau plus... Le papa était plus réservé, mais il avait aussi son sens de l'humour. D'accord. Elle vous dit également porter sur l'amitié et vos amis vous le rendent bien. En société, quel genre de personne vous êtes? Moi, je suis... Oui, comment vous... Est-ce que vous prenez part aux différentes activités sociales de vos amis? Est-ce que vous êtes tout le temps parti pour les amis? Parce que parfois aussi, il arrive que des couples, des femmes n'apprécient pas trop. C'est vrai. Moi, je n'ai pas... D'abord, moi, je suis quelqu'un... Je ne suis pas un homme de bar ni de buvette. Parce que ça ne construit pas. Mais par contre, j'ai des gens chez qui je peux aller m'asseoir, on prend un verre, parce qu'on discute. On discute, on échange, on se construit. Donc, ces personnes-là existent. Et je m'efforce d'entretenir les relations avec elles parce qu'elles servent, elles sont des frères pour moi, tout en m'aidant à me construire encore davantage. Et quels sont vos loisirs en société? C'est la marche, là, le jogging. Avant, quand j'étais plus jeune, c'était la musique. Je jouais beaucoup à la guitare. Et puis, bon, c'est beaucoup plus la marche, le sport, et puis les lectures. Il paraît que vous êtes essayé aux échecs également. Je ne suis pas trop bon dedans. D'accord. Voilà. Et vos rapports avec vos enfants aujourd'hui, pour leur transmettre un certain nombre de valeurs, comment vous vous y prenez? Ça se passe bien? Oui, je dois dire que je suis très fier de mes enfants parce que je n'ai pas une méthode d'éducation à la villageoise, bien que j'ai grandi au village, mais j'ai eu une méthode d'éducation par l'exemple. Mes enfants, ils adorent tous le sport. Ils adorent tous de faire du sport et ils ne s'imaginent pas ne pas faire du sport. Et ils ont vite compris, il y a 11 ans entre les deux. L'aîné, c'est comme un troisième parent pour son petit frère. On l'éduque ensemble et on a la même vision. Je crois que c'est la meilleure façon d'éduquer un enfant. Il faut vivre avec ses enfants. Il faut vivre avec eux. Par la manière de faire, les enfants regardent, ils imitent. Mais si vous passez beaucoup de temps dans les bars, les buvettes, et les enfants, vous arrivez, ils dorment, le matin, vous sortez, ou ils sortent et puis vous dormez toujours, vous n'aurez jamais... L'école ne peut pas remplacer les parents. Voilà. L'école est un lieu d'instruction, mais l'éducation, c'est la famille. Et l'éducation, c'est les parents, c'est le comportement des parents. Mes enfants me voient souvent laver moi mes habits, je le fais tous les soirs. Et quand on mange, ils me voient prendre la vaisselle, aller laver avec leur maman, ainsi de suite, où on nettoie les choses. C'est comme ça. C'est comme ça. Le plus jeune racontait comment je l'ai obligé à apprendre à lire. Parce que la lecture est importante. Je lui donne un livre et le lendemain, je dis, bon, moi j'ai lu le livre auparavant, je dis, bon, raconte-moi. S'il raconte des choses, tu reprends le livre, tu ne l'as pas lu. Et je vais voir les nouveaux mots que tu as trouvés dedans et leur signification. Les expressions nouvelles et leur signification. Parce que c'est comme ça que tu peux... Bon, quand il dit,
Il est né ici, il a grandi ici, mais il fait l'école parce qu'il est dans un centre de basketball à Bordeaux. Mais il est très fort en français. C'est la lecture qui facilite l'expression, la compréhension. D'accord. Avant de continuer, nous avons essayé de fouiner un peu pour voir si Dr Somé Mathias avait quelques défauts. J'en ai un. Bon, son défaut, si on peut appeler ça défaut, a priori, il a confiance aux gens. La confiance aux gens jusqu'à ce que tu le déçoives. Sinon, en tout cas, a priori, il a confiance. Mais si tu lui fais quelque chose en retour qui n'est pas ça, en tout cas, il pardonne facilement. Sinon, son défaut, si on peut appeler ça défaut, a priori la confiance à ceux qu'il aborde. Et ceux qui viennent le voir, en tout cas, s'il peut les aider, en tout cas, il le fait. Là, il a confiance a priori, jusqu'à ce que tu démontres le contraire. Et quand il a des problèmes, il ne sait pas les communiquer. Il les garde en lui. Et je peux faire tout ce que je fais plein de choses pour essayer de deviner, mais ce n'est pas évident. Il a cette idée que lui, en tant que chef de famille, en tant qu'aîné, c'est lui qui doit s'occuper des autres et non pas les autres qui doivent s'occuper de lui. Donc pour moi, ça, c'est un défaut. Il doit apprendre à donner comme on lui donne. C'est une perception. C'est leur perception, je ne peux pas... Il faut se décharger parfois de certains problèmes pour que non, on puisse vous aider à les porter. Écoutez, ça dépend. J'estime, j'aime souvent dire, quand quelqu'un me pose un problème, par exemple, quelqu'un qui me demande de l'argent, je ne peux pas lui dire que moi j'ai un problème plus important que lui. Parce qu'il ne comprendra pas. Donc je vais dire, bon, laisse-moi le temps de voir, c'est pas facile. Mais, parce qu'à quoi ça sert de dire au gars, moi j'ai une dette à la banque, je ne sais même pas comment il ne peut pas résoudre ton problème. Tu ne peux pas décharger ce problème sur lui. Il ne peut pas t'apporter, puisqu'il est venu vers toi pour une moindre somme. Une moindre somme. Voilà. Et c'est comme ça, tous ceux qui viennent vers moi, j'estime qu'ils sont dans le besoin. Mais, comme l'a dit mon oncle, il y a des malins. Surtout présentement, il y a des gens qui croient qu'à la présidence, il y a de l'argent. Et donc, il faut venir, voilà, il faut m'aider à faire. Non, je ne peux pas faire plus que ce que j'ai. Et quand je dis aux gens, patientez un peu, je crois que j'ai de l'argent, je ne peux pas. Non, on ne peut pas décharger ces problèmes sur les autres. Ça ne marche pas. Il faut chercher ces solutions à ces problèmes. Peut-être en s'adressant à des gens qui sont plus ouverts, plus disposés, mais je ne crois pas que ce soit une bonne chose de... Voilà. Eh bien, à présent, abordons le volet portant sur votre enfance. Vous êtes né un 14 mars 1951 à Dadouné. 49. 49. Oui. OK. Parce que je suis né... Nous avons 51. Non, ben écoutez, on a fait dispense d'âge. D'accord. Parce que nous avons été les premiers de la promotion, on a recruté à l'école primaire. Et il y a des gens, moi j'étais assez bien nourri, costaud. Donc, dans les dispenses d'âge, il y a un qui était né, qui est plus âgé que moi de 3 ans. Mais il est plus jeune que moi, sur les papiers, on l'a mis plus jeune que moi de 2 ans. Donc, on l'a rajeuni de 5 ans. D'accord. Alors, parce que lui, il était plus malnutri, etc. Et je me rappelle, quand on discutait pour les dispenses d'âge, on m'a donné mon âge, je crois qu'on avait dit 9 ans. Mon père dit non, il ne faut pas exagérer, etc. Bon, donc on m'a quand même donné, que je suis né en 53, pour pouvoir aller à l'école. Parce qu'on a commencé l'école en 57. Donc on m'a rajeuni comme ça. Sinon, je suis allé à l'école à 8 ans. D'accord. Et à Dadouné, c'était quoi Dadouné à l'époque? Alors, Dadouné, c'est toujours quoi? Alors, Dadouné, c'est un village perdu. C'est-à-dire, si vous allez là-bas, vous n'allez pas imaginer qu'on puisse ressortir des gens comme moi. Or, on est nombreux de Dadouné qui sont des cadres ici aujourd'hui, grâce à l'école.
Alors, c'est un village qui s'est baladé entre plusieurs départements à l'époque, plusieurs cercles à l'époque, qui relevaient de Léo, ensuite relevaient de Farah, ensuite se relevaient de Dano maintenant, ainsi de suite, qui est complètement à quelques, disons, à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec le Ghana, et qui est à 7 kilomètres du chef-lieu de la commune aujourd'hui. Et donc, on se levait à Dadouné le matin, il n'y a pas de montre, il n'y a rien, c'est le soleil, on regarde. Ok. Et puis, il fallait aller à pied, faire les 7 kilomètres. Et on allait, dans la journée, il n'y a pas de cantine. Donc, on se débrouillait, soit avec un peu d'arachide dans la gibecière, ou un peu de mil qu'on a fait mouiller dans une bouteille. À midi, on mange ça. Mais ça ne suffisait pas parce qu'il faut partager avec ceux qui n'en ont pas. Et puis, tout ça, ça ne suffisait pas. Donc, on allait compléter avec les margouillas, oui, sur les arbres, ou les écureuils, ou dans les rivières. Il n'y avait pas non plus de point d'eau potable. D'accord. Donc, tous, on allait au marigot, on se battait avec les chèvres pour boire l'eau. Pour les chèvres, laisse l'eau, on boit l'eau boueuse. L'eau boueuse ou pas boueuse, pour dire que ce soit de l'eau. Alors, c'est ça. Bon. Alors, là, on a dû dessoucher de nos mains la zone où on a construit l'école. Qui, si vous arrivez aujourd'hui, on n'imagine pas. Maintenant, il y a l'école, un lycée, 2 CG, il y a la paroisse. Tout ça, nous les avons construit de nos mains. Voilà un peu d'où je viens. D'accord. Et quel était votre sentiment dès les premiers jours à l'école? Vous étiez enthousiaste ou Non, on ne comprenait pas. On fallait aller à l'école. Le papa a dit, tu vas à l'école, je suis allé à l'école. Vous vous rappelez la première journée, comment c'est passé? L'école s'est faite dans des conditions très difficiles. Parce qu'on a fait 2 années dans une même classe sans savoir. Donc on allait à l'école comme ça. On n'avait pas de quoi écrire. Quand on a reçu les ardoises, il n'y avait pas de porte-plumes, là, des craies. Donc en venant sur la route de l'école, il y avait un espace où comment on appelle les petits oiseaux qu'on mange maintenant, voilà là. Les petits oiseaux sauvages là. Les cailles. Les cailles. Donc les chiottes de cailles séchées, il y avait une partie blanche. C'est ça que nous on récupérait et on écrivait sur. Qui vous servait de craie. Voilà, servait de craie. Et il y avait le maître, il n'y avait qu'un seul livre pour le maître. Donc tous les textes, nous devrons les apprendre par cœur. C'est bien que la première fois, et ça c'est au bout de 3 ans, quand on a eu un instituteur qui est venu maintenant avec des livres et des cahiers, quand il ouvrait, on ouvre les livres, il dit de lire, on ne lit pas, on récitait en le regardant comme ça. Sans avoir le livre. Parce qu'on apprenait on avait appris tous les textes par cœur. D'accord. Donc, on ne pouvait pas dire qu'il y avait de l'enthousiasme. Mais c'est avec l'arrivée de ce maître-là qu'on a commencé à comprendre c'est quoi l'école, à quoi ça sert. C'était quoi le plus avec ce maître? Parce qu'il avait une méthode beaucoup plus organisée et il nous racontait des histoires. Lui, il avait fait sa formation à Toussiana, il avait déjà enseigné ailleurs. Donc, nous racontait des histoires, il nous faisait rêver. Ben, c'est difficile de présenter quelqu'un comme lui. Mais ce que je peux dire, d'abord, puisque nous nous connaissons depuis si longtemps et que nous sommes toujours en amitié, c'est qu'il est fidèle en amitié. Ça, c'est la première des choses. C'est quelqu'un que je peux considérer comme étant un gros travailleur. C'est un homme qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il ne se fatigue jamais, il est toujours à la tâche. Il est aussi franc et direct. Je me souviens que je lui ai donné une cassette une fois. Je lui ai fait écouter une cassette de musique. Peut-être qu'il l'a toujours, parce que je lui ai offert ça après. Mais je lui ai fait écouter la cassette de musique. Il y avait quelqu'un qui jouait à la guitare et qui chantait. Et je lui ai dit, écoute ça. Il a écouté, il dit, bah, c'est pas mal, c'est bien. Je lui ai dit, eh bien, c'est toi. Il dit, c'est pas possible. C'était lui, parce que quand il était parti en Belgique pour un temps, il s'exerçait beaucoup à la guitare. Et pour tromper la solitude qu'il
ce qui l'envahissait parce qu'il était à l'étranger, eh bien, il jouait beaucoup à la guitare et chantonnait. Et c'est lui que j'avais enregistré et que je lui ai fait écouter. Je l'ai connu au collège Mukasa en 1967. En 1967, lui, il est arrivé donc du petit séminaire. Bon, il m'a dit par la suite qu'il a été renvoyé non pas à cause du travail, mais je crois que c'est par discipline en fait, qu'il a été remercié. Donc quand il est arrivé donc au collège Mukasa, il est arrivé en même temps qu'un groupe de camarades venant de la même région, du même département. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est leur solidarité. D'abord entre eux, et ils étaient très très solidaires. Puis ensuite, chaque fois, il y avait donc lors des fêtes du collège, de notre frère directeur qu'on appelait affectueusement Vieux, les élèves organisaient spontanément des journées culturelles. Bon, au collège, on était deux du sud-ouest. Il y avait donc Sommet Justin et moi. À deux, on ne pouvait pas représenter quelque chose. Mais chaque groupe social essayait donc de faire quelque chose pour représenter donc son milieu. Quelquefois, ce sont des danses, le plus souvent, oui, des danses, mais aussi quelquefois des théâtres ou quelque chose de ce genre qui montre qu'ils viennent donc de ce milieu-là. Et assez facilement, quand eux ils sont arrivés, donc je parle donc des enfants de ce groupe-là, quand ils sont arrivés, tout de suite, ils m'ont dit, puisque nous étions les plus anciens, ils nous ont dit qu'ils veulent aussi faire quelque chose concernant notre région. Je dis, ok, bon, qu'est-ce que vous allez faire? Ils disent qu'ils vont danser. Bien. Et Dr Sommet était donc le leader donc de ce groupe-là. Ce soir-là, on était émerveillés. Parce que, à force de la routine, les gens avaient l'habitude de voir les mêmes choses. Mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de nouveau qui venait. Et c'était les Dagara qui représentaient donc quelque chose. Ils sont sortis et ils ont très bien dansé, très bien applaudi, et on a même demandé de bisser. Alors, petit commentaire sur ces différents témoignages. C'est beau qu'on me rappelle un peu ce passé. C'est vrai, bon, moi j'aime beaucoup, j'aime m'amuser. Ça fait partie du piment, du sel de la vie, disons. Si on n'apprend pas à s'égayer, à se distraire, Moïse l'a dit, vous ne pouvez pas vous concentrer sur du travail après. Parce qu'il faut apprendre à se distraire, à changer, à aérer l'esprit. Moi, je le fais de trois manières. Soit par le sport, soit par la lecture, soit en discutant avec des amis. Et je pense que ça, c'est... Bon, je n'ai plus tellement l'occasion de danser, mais j'ai toujours beaucoup d'occasions de rencontrer des amis, et peu d'occasions de lire, mais beaucoup d'occasions également de marcher, de faire du sport. D'accord. Si vous aviez des conseils à donner à la jeune génération aujourd'hui sur comment s'organiser pour mieux réussir sa vie, tant au niveau professionnel qu'au niveau social? Je crois que la première des choses que je dois dire aux jeunes, c'est d'abord se donner un objectif de qu'est-ce que vous voulez être dans la société. Si vous démarrez la vie en disant « je vais chercher de l'argent », je vais là où je vais gagner de l'argent, ça ne va jamais vous suffire. Si vous vous souvenez, j'ai dit que moi, ce qui m'a toujours motivé, c'est être utile aux gens. Et je cherche toutes les opportunités pour être utile aux gens. Si vous voyez tout ce que j'ai contribué à créer et les initiatives que j'ai prises, c'est dans cet esprit. C'est ça qui vous permet d'avoir une place dans la société, d'être considéré dans la société et d'être une référence quand les gens ont un problème. Mais quand si l'on sait que votre
préoccupation, c'est de vous faire de l'argent, ben, vous verrez que au plan professionnel, vous allez décevoir et vous allez échouer. Donc, la première des choses, c'est de se dire, quelle que soit la profession que je choisis, c'est pour servir Je pense que la vie est faite, enfin, la définition que je donne de la vie, c'est une occasion que Dieu nous donne pour permettre aux autres de mieux vivre. Et les autres aussi nous aident à mieux vivre. Donc, ça, c'est la première des choses. D'accord. Voilà. Et la deuxième, à cause de ça, il faut se cultiver. Il faut travailler à garder les bonnes manières, ce qui est positif, qui vous permet d'être utile aux gens, et aux gens d'avoir confiance en vous et de venir vous poser leurs problèmes. D'accord. Eh bien, à présent, nous passons à la rubrique Corbeille. Vous allez tirer dans ce bocal un bout de papier et vous serez amené à exécuter le mot qui se trouve là-dessus, selon que ce serait à chant. Donc, vous allez nous chanter quelque chose. En quelle langue? Vous choisissez. Vous êtes libre. Alors, je vais chanter quelque chose en russe. En russe, d'accord. C'est malheureusement- vrai que vous avez étudié en Russie. Voilà, j'ai fait mes études de médecine en Russie. En Russie, Et c'est une langue que j'adore beaucoup. d'accord. Une chanson assez populaire. Rasvetali yabloni igrushi, papleli tumane nadrikoi, vihadi la naberi katyusha, na visoki naberi krutoi. Hadi la naberi katyusha, na visoki naberi krutoi. Vi hadi la piesnia zavadila. Prosteno vasizava ala, protavo katurava lubila, protavo chipisma birigla. Il reste encore des strophes. C'est Vladimir Poutine qui devrait être content de l'écouter s'il arrivait toutefois à nous suivre. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la grandeur de nations comme la Russie? Alors, Est-ce que le Burkina aurait pu copier oui. ces nations? Oui, la grandeur d'une nation, c'est d'abord à travers ses institutions. Et les institutions doivent être orientées, doivent être faites de sorte à assurer plus de démocratie, de liberté et d'opportunités de production aux citoyens. Ça, c'est une des premières. La deuxième, c'est que tous les programmes de développement doivent être orientés vers la satisfaction des besoins des populations. Donc, vous avez les questions de sécurité, vous avez les questions de nutrition, de scolarité, de santé, de culture. Tout ça, c'est des préoccupations qui doivent être prises en compte dans les programmes de développement. Et troisièmement, c'est la capacité à protéger et à défendre ces citoyens-là. Parce que nous sommes dans un monde où vous avez des gens qui choisissent de faire leur bonheur en tuant les autres. C'est ce qui explique les différentes guerres que le monde connaît et toutes les guerres qui se passent maintenant d'ailleurs. Donc la capacité, la puissance d'une nation, c'est sa capacité à défendre les intérêts de cette, à les protéger. Voilà. Et ce n'est pas facile. Donc quand vous voyez aujourd'hui la Russie, qui a été déstabilisée à plusieurs reprises et qui reste, j'allais dire, stoïque, je crois que ces trois facteurs-là sont réunis. D'accord. À présent, une autre rubrique concernant les citations préférées. Vous allez nous donner 3 citations ou proverbes que vous aimez bien et que vous allez expliquer. Ah bon? Des citations de votre choix, en langue, en français, en russe, en anglais, comme vous voulez. Alors, qu'est-ce que je peux dire en Dagara? En Dagara, quand on dit c'est-à-dire, quand tu es adulte, tu évites de courir dans les jeunes plants, les jeunes pousses du moins. Ok. Parce que les jeunes pousses, ça va devenir du mil, ça va nourrir les gens. Si tu es adulte, tu dois savoir qu'il ne faut pas courir là-bas. D'accord. Donc, il faut être prudent. Un adulte, un sage, doit avoir un comportement qui met à l'abri
Les jeunes pousses. Voilà. En anglais, ils disent Rolling Stones never gather moss. La pierre qui roule n'amasse pas la mousse. Ça veut dire que quand dans la vie, vous voulez amasser quelque chose, vous voulez retenir quelque chose, ne soyez jamais pressé. Donnez-vous le temps de choisir et c'est comme ça que vous allez prendre la mousse sur vous. En russe, Luce lekarstva at bolezni lubvi eta novaya lubov. Le meilleur médicament à un mal d'amour, c'est un nouvel amour. C'est si vous êtes déçu, vous avez une déception amoureuse, il ne faut pas se limiter à ça, ça ne va jamais vous guérir. Il faut trouver un autre amour. Et là, vous êtes guéri. Il faut tourner la page. Voilà. D'accord. Exceptionnellement pour vous, on va demander à ce que vous puissiez nous donner les titres de 3 ouvrages que vous avez lus, qui vous ont marqué, qui ont peut-être impacté votre vie, que vous pourrez conseiller à la jeunesse. Alors, comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ça, je ne sais pas combien de fois je l'ai lu. D'accord. Il faut apprendre dans la vie comment... C'est pas seulement se faire des amis, mais c'est comment garder des amis. Des amis, d'accord. Parce que ça sert des amis. Ok. Voilà. Le Capital de Karl Marx. Vous savez que ce gars, à cause de sa vision, a fait que le krach boursier de 2008, a fait que du moins, à l'occasion du krach de 2008, son livre, Le Capital, a été réédité en nombre d'exemplaires supérieur à la Bible et au Coran réunis. Parce que les gens se sont dit, mais comment ce gars a prévu tout ça? Et si vous allez voir ce que nous vivons aujourd'hui en rapport avec le Covid-19, tout est prévu. Il ne les appelait pas comme ça, Oui. mais il les a également prévus. Nous avons, enfin, le livre que j'ai beaucoup lu, c'est le discours du 2 octobre de Thomas Sankara, où il a décrit sa vision pour le développement du Burkina. On ne peut pas éviter ça. Des choses qui servent, que nous devons actualiser, mais que les principes ne peuvent pas être mis de côté. Les principes de base sont contenus. Voilà. C'est d'actualité. Ok. À présent, nous allons à la rubrique Souvenez, où vous serez appelé à nous commenter une série de photos que nous allons faire défiler. Ah bon? Première photo. Ah, ça, c'est une photo prise, je crois, en 2017 ou 2000. Oui, je crois que c'est en 2017, à l'occasion du réveillon du Nouvel An, le 31. Le chef de l'État reçoit ses conseillers, plus d'autres personnes. Et puis, donc, comme c'est un ami de la famille, c'est l'occasion pour Chaïté, il me dit, moi je fais prendre la photo avec la pépé, toi tu es là avec ta cravate rouge. Ça, c'est un vieil ami. Alors, Adotevi, qui est là aujourd'hui, toujours là au Burkina, a été représentant de l'UNICEF je l'ai connu quand j'étais médecin chef à Pau. Il est venu un week-end, un samedi à Pau, et moi je l'ai reçu, et puis il a été voir où je travaille à l'hôpital. Il dit, mais non, tu ne peux pas continuer à travailler ces conditions-là. Quelles sont tes priorités? J'ai dit, il faut réhabiliter le bloc opératoire, parce que j'opérais. Il faut de l'eau courante, il n'y en a pas. Il n'y a pas de courant électrique. Il a dit, je vais te régler, tu me fais faire des devis, on te règle. Mais en attendant, je vais prendre une ambulance pour évacuer les gens. Et c'est avec lui, quand il y a eu la révolution, qu'on a organisé la vaccination commando, qui a permis de vacciner en une semaine, je ne sais pas combien d'enfants, sur 5 antigènes. Y compris ça a été un succès. Et depuis, on est restés très amis.
Ça, il y a 2 ans qu'on s'est revus et puis on a fait cette photo. Ça, c'est le Mathias Sommet, étudiant, je crois que j'étais en 5e ou 6e année de médecine, et puis en 78, et j'étais allé à Lille pendant des vacances, et j'étais, je crois que c'est dans l'appartement de l'actuel Premier ministre, Christophe Dabiré, qui était étudiant à l'époque là-bas. Ça, c'est lors de ma décoration en décembre 2017. Après la décoration, ma petite sœur Martine Sommet, qui est couturière, est venue me féliciter. La photo a été prise par mon épouse. C'est pour ça que vous ne la voyez pas. Ah, là, c'est mon épouse, puis avec nos, comme j'aime le dire, nos pièces détachées. et voilà. Il y en a un, le dernier, on croit que c'est mon petit frère. Et le plus jeune qui est devant, on dit que c'est une synthèse de son père et de sa maman. Voilà. Et voilà. D'accord. Nous en aurons fini avec le souvenir. Nous tirons inexorablement vers la fin de cette émission. Si vous aviez un dernier mot à l'endroit des jeunes, des téléspectateurs qui nous suivent. J'allais juste rappeler ce que j'ai dit. Le sens de la vie dépend de ce que vous laissez. Si vous laissez des bêtises en écrasant les autres pour faire votre bonheur, vous avez raté votre vie. Si vous laissez votre cœur, vous vous rendez disponible pour accompagner les autres dans la recherche de solutions à leurs problèmes, y compris au niveau national, là, quel que soit ce que vous avez fait, vous partirez en emportant quelque chose, la joie d'avoir contribué à quelque chose. Mais pour ça, il faut travailler sur soi-même en pensant toujours aux autres. Avant de clore cette émission, nous avons une dernière vidéo que nous allons suivre. Je veux te remercier sincèrement pour ce que tu as fait pour ta famille, pour ma famille à moi, pour mes parents qui ne sont plus de ce monde, et pour vraiment toute la jeunesse, aussi bien de ton village natal d'Adouné que des autres villages du département de Nibo. En tout cas, merci beaucoup, et même pour ce que tu fais dans le cadre du développement, tout ce qu'il y a. Lorsqu'on te propose des projets de développement, tu as toujours apporté ton appui. Vraiment que le Seigneur te bénisse et que tu gardes toujours cette propension à aider les autres. Merci beaucoup pour ce que tu as fait pour nous et pour le reste de la population. Alors, à Mathias Sommet, mon mari depuis 29 ans, j'ai l'impression que l'on se connaît depuis l'éternité. On est devenus très complices. On partage beaucoup de choses ensemble. Sincèrement que tu aies la force et l'énergie pour continuer de vivre heureux avec tes enfants, tous les enfants que nous en avons une 50aine autour de nous, alors que tu sois heureux et dans la santé pendant le plus longtemps possible. Docteur Sommet Mathias, l'homme de Dadouné, je te souhaite toujours de garder ton bon caractère et de travailler comme tu travailles, mais en songeant à te reposer de temps en temps. Mon neveu, je ne peux te souhaiter que du courage. Bon vent à toi. Tu as déjà fait l'essentiel, tu as montré ce que tu peux faire, mais je crois qu'on attend de toi encore beaucoup de choses. On attend de toi beaucoup de choses, il faut toujours t'engager, et sois le même jusqu'au bout, et montre-nous ce que tu peux faire, et nous croyons en toi, nous t'aimons. Merci beaucoup. Alors, restez vous-même, c'est ce que vous disent vos amis. Oh, vous aimez aérer votre esprit en changeant. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Mathias change d'ici là? Je ne sais pas, je ne crois pas. Si je change, c'est que je vais m'adapter à de nouveaux contextes, mais en restant dans ma vision. Être plus utile aux autres. Humaniste. Voilà, c'est tout. D'accord. Eh bien, nous avons pris du plaisir
à feuilleter les pages de votre vie. Nous sommes certains que les téléspectateurs ont également pris du plaisir. Nous tenons à vous remercier en notre nom propre et au nom de l'ensemble des téléspectateurs. Sur ce, nous allons donner rendez-vous aux téléspectateurs pour le prochain numéro. Merci encore pour ces leçons de vie. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité de partager mon expérience de vie. Merci.